Salut tout le monde. Pour cette vidéo, je suis plutôt en mode, on va dire, grosse feignasse. Je suis tranquillou sur mon canapé et je vais vous parler, mais je vais pas faire que ça. Je vais vous montrer aussi mes colonies, donner un petit peu des nouvelles, un petit suivi. Du coup, depuis que j'ai sorti certaines fondations de Diapose. On va voir ça dans cette vidéo. Du coup, ça fait à peu près une semaine, il me semble, que j'ai sorti quelques fondations de Diapose pour les mettre dans des nids. Suite au problème d'acariens, je ne voulais pas les laisser trop longtemps en diapose. J'ai toujours aucune ouvrière de morte, donc zéro mortalité pour le moment et ça fait vraiment super plaisir. Les acariens, je n'en vois plus du tout, mais alors plus du tout. Depuis que je les ai mis dans des nids secs, je vous rappelle que c'était trois espèces, donc les Camponotus cruentatus, les Formica rufibarbis et une autre Camponotus, encore pas tout à fait identifié, même si j'ai quelques idées grâce à certains commentaires que j'ai reçus de votre part. Alors il faut savoir que comme je les ai mis dans des nids secs, je pense que tout simplement les acariens ont fini par mourir ou essayer de s'échapper et se coller à l'anti-évasion parce que je ne retrouve plus du tout d'acariens sur mes fourmis ni même dans les nids. Donc c'est une très bonne chose. Pour se débarrasser des acariens, je n'ai jamais trouvé de remède vraiment efficace, surtout quand on parle de fourmis qui aiment beaucoup l'humidité. On va avoir tendance à retrouver des acariens chez les fourmis comme par exemple les Myrmica rubra qui aiment vraiment les gros forts taux d'humidité. Par contre, chez les Camponotus cruentatus, par exemple les Crematogaster scutellaris, il n'y a vraiment aucun souci parce que ce sont des fourmis qui vivent vraiment dans des milieux tellement secs que les acariens ont vraiment beaucoup de mal à s'adapter à l'environnement. Je suis vraiment ravi de ces trois espèces là et je kiffe toutes les espèces en fait qui ne demandent pas forcément d'humidité. Juste abreuvoir dans l'air de chasse, ça suffit pour la plupart du temps et la facilité c'est un véritable plaisir. Les espèces qui ne demandent pas beaucoup d'humidité, généralement je les nourris quasiment toujours qu'au liquide sucré, ça veut dire eau, donc de l'eau, du miel dilué dans de l'eau. Je nourris la plupart de mes fondations de toute façon soit avec du miel dilué dans l'eau, soit avec quelques insectes du style ver de farine, blatt, red runner. Donc quand on commence à donner des insectes à des fourmis, c'est génial, ça donne un gros apport en protéines parce que les insectes c'est énormément de protéines, donc ça fait super plaisir, surtout tout ce qui est blatt et grillon, ça pour les fourmis c'est le top. Par contre derrière il va y avoir des déchets parce que les fourmis elles vont s'amuser elles vont broyer tout ça et on retrouve de la poudre d'insectes arrivé à un moment dans les aires de récolte, dans les aires de chasse de nos colonies de fourmis. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour ça parce qu'il faut souvent nettoyer, que quand on donne des liquides sucrés, il y a beaucoup moins de salissure et de nettoyage à apporter à l'aire de chasse. Alors certains disent que c'est une aire de chasse, d'autres personnes parlent d'aire de récolte. Alors dites-moi en commentaire vous comment vous appelez ça, ADC ou ADF. Ah oui, pour aire de chasse ou aire de fourragement. Je pense que ça dépend tout simplement de l'espèce. Les Messor barbarus par exemple, on peut vraiment parler d'une aire de fourragement, d'une aire de récolte, plus que d'une aire de chasse en soi-même, puisque leur alimentation est constituée de plus de 90% de graines. Enfin, c'est comme ça que je procède dans mes élevages. Je voulais te montrer un petit peu les congélateurs. Donc ici, c'est congélateur tout à fait basique à compartiment où j'y mets la nourriture et les glaces pour le soir. Parce que tonton, il mange tous les soirs des glaces. Voilà, donc là, c'est vraiment un congélateur compartiment. Par contre, je vais te montrer celui-là. Là, nous sommes sur le congélateur pour les animaux, donc pour les reptiles de mon élevage, les différents reptiles qu'on peut retrouver chez moi. Nous avons donc des rats congelés, plusieurs styles de rongeurs congelés différents. Les tambouilles pour les Tilica de Taticelli, donc je vous montre ça. Voilà, des nouvelles tambouilles. Donc il y a du fruit, des légumes, de la viande, etc. Les recettes sont très variées, très différentes. Et ensuite, on les met dans des petites poches. Quand c'est comme ça, nous avons du concombre, de la courgette. Là, je prends un verre avec dedans des blattes. Comme tu peux voir, des blattes Red Runner dans un verre. Parce que de temps en temps, je congèle aussi des insectes pour nourrir les fourmis. Comme ça, je coupe en morceaux. Je leur mets directement dans l'aire de chasse et ça évite aux fourmis de chasser, de potentiellement se blesser aussi et d'apporter des parasites, donc par exemple des acariens.
Alors c'est comme ça que ça se passe et je vais te montrer aussi pour les fourmis. Regardez ça, c'était un calendrier de 2018, calendrier de Tonton Snake. Je sais pas si tu l'avais vu un jour ce calendrier. Tonton Snake et Tati Célie, bon maintenant ça s'appelle juste Célie. C'est un abonné qui m'avait fait ce calendrier. C'était vraiment super sympa. Voilà ce que j'utilise pour les messors. Donc des grains de peau oiseaux exotiques. C'est première marque, il n'y a rien de vraiment très spécial. Je prends les premières marques qui se trouvent en magasin. Ce sont des sachets que j'ai depuis plus d'1 an maintenant. Et je les mets au congélateur juste pour éviter tout problème d'acariens, de parasites ou quoi que ce soit. Mais alors pour les graines, je crois que c'est vraiment pas une obligation. Moi je les mets au congélateur parce que j'ai un petit bac où je les stocke dedans en fait. Mais je crois qu'on peut les laisser tout simplement à température ambiante, il n'y a vraiment aucun souci. Ce sont des graines quoi, je vois pas qu'est-ce que ça risque. Mais moi voilà, je fais ça, ça fait plus d'1 an que je les conserve directement au congélateur. Je m'embête pas, je verse partout. Voilà. Alors comme tu peux le voir, j'en mets vraiment énormément et n'importe comment partout. Alors ça y est, ils sont complètement excités parce qu'ils vont commencer à récolter petit à petit toutes les graines qui s'y trouvent. Ils vont chercher complètement partout et ils vont donc ça va occuper les fourmis pendant pas mal de temps. Je trouve que c'est bien de représenter au maximum comme dans la nature. Au niveau des aires de chasse, donc les fourmis comme ça, elles voient qu'il y a des graines, elles vont commencer à vouloir récolter. Là, il y a gros bazar au niveau des fourmis parce qu'elles sont surexcitées, elles courent dans tous les sens. Alors je procède de cette manière-là depuis des années, j'ai vraiment jamais eu aucun problème en faisant comme ça. Voilà, je trouve que ça détend, c'est reposant. Il faudrait que je fasse une chaîne YouTube que sur ça. Vous m'avez demandé plusieurs fois en message du coup combien il y avait d'ouvrières dans cette colonie de Messor Barbarus. Alors je crois que ça fait bien 2 ans maintenant qu'on a cette colonie de Messor Barbarus, 2 ans voire 3 ans. Je suis incapable de compter le nombre d'ouvrières qu'il y a actuellement. Du coup au niveau des fourmis qu'il y a dans la vitrine, les Formica rufibarbis se portent très bien. Elles viennent juste de pondre il n'y a pas longtemps, ça doit faire 1 ou 2 jours. Et il faut en moyenne de l'œuf à l'ouvrière une trentaine de jours. Donc la plupart des fourmis, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des chiffres plus précis sur internet. Mais suivant les espèces de fourmis, le développement est plus ou moins long. Donc je rappelle que c'est œuf, larve, nymphe, ouvrière. Mais suivant les espèces, la nymphose peut s'effectuer dans un cocon ou faire une nymphose nue. Ça veut dire que tout ce qui est du genre Camponotus, par exemple, le genre Camponotus va faire des cocons. Les Messor Barbarus, comme tout le genre Messor, ne font pas de cocon, ce sont des nymphes nues. Ça veut dire que la larve ne va pas tisser un cocon pour l'étape de la nymphose. La nymphe se retrouve comme ça, directement avec le reste du couvain, donc les larves et les œufs. Les Formica rufibarbis, les Camponotus font des cocons. Après, c'est possible que de temps en temps il n'y ait pas de cocon, c'est quand vous avez vos nids trop humides, la larve n'arrive pas à tisser son cocon. Pour certaines espèces, il n'y a vraiment aucun problème d'avoir une nymphose nue, même si à l'origine c'est fait pour, la nymphe est censée avoir un cocon. Donc il faut faire attention et moins humidifier son environnement. Pour d'autres espèces de fourmis, le fait que la larve ne tisse pas de cocon, les ouvrières vont détruire la nymphe. Donc faites très attention. Mais je sais que chez les Camponotus, normalement, en règle générale, il n'y a vraiment aucun souci. Ma nouvelle espèce qui se trouve juste ici, donc de Camponotus, magnifique, physiogastrée aussi. Tout se passe super bien. Il y a un petit peu de couvain, mais c'était du couvain que j'avais directement durant l'étape de la diapose. Me semble pas que la gine ait répondu. Peut-être qu'au montage vidéo, je vais m'apercevoir que je vais voir des œufs, mais il me semble pas. Et ensuite, nous avons les Camponotus crentatus qui se trouvent dans ce magnifique nid-là. Je vous avais fait une vidéo explicative par rapport à ce nid, même plusieurs vidéos.
et je suis ravi de mettre enfin une espèce à l'intérieur. Donc j'ai choisi les Camponotus cruentatus qui se portent vraiment très très bien. Il y a un petit capuchon juste au-dessus où je mets de l'eau et mélangé à du miel, mais en vraiment très dilué. Et à côté, un petit abreuvoir avec un fond d'eau. Comme ça, les fourmis peuvent boire et directement prendre le liquide sucré que je leur mets à portée. Sur le côté, c'est là où les fourmis rentrent à l'intérieur du nid qui sert de grotte. Et j'ai remarqué qu'il y avait souvent, mais très très souvent même la plupart du temps, une ouvrière à l'entrée qui garde vraiment l'entrée du nid. Donc les fourmis se sont adaptées d'elles-mêmes, elles sont allées elles-mêmes dans le nid. Et donc c'est super bien adapté. Fourmizone fait un travail remarquable parce que c'est vraiment du boulot artisanal qu'il propose. Tout est fait à la main par lui. Je trouve ça vraiment super et ça fait plaisir de faire sa petite publicité parce qu'il mérite. J'aime bien valoriser les gens qui travaillent de leurs mains comme ça. Je suis un ouvrier, j'ai toujours été un ouvrier, donc je suis chaudronnier métallier à l'origine. J'ai fait ça pendant plus de 12 ans. Maintenant je travaille dans un autre secteur, mais toujours de mes mains, et c'est vrai que ça fait super plaisir de travailler de ses mains, de créer certaines choses et d'y mettre tout son cœur pour faire une bonne qualité comme ça. Il y a un véritable travail de recherche. J'aime beaucoup ces nids, ça fait super plaisir. Alors je rappelle que le nid, je le garde 100% sec, hein. C'est pour ça qu'il y a abreuvoir en permanence dans l'aire de chasse. Bon, je vous en profite pour vous remontrer un petit peu les Formica, excusez-moi, les Camponotus sanctus qui se portent vraiment très très bien. Il n'y a pas d'autres cocons actuellement, mais il y a beaucoup de larves. Et les Camponotus qui se trouvent juste derrière, on va essayer de décaler ça comme ça. Ce sont les Camponotus fela. Beaucoup de cocons qui viennent juste d'être créés juste au-dessus. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Probablement peut-être mercredi prochain. Les Crématogastères scutellaris, quant à elles, elles ont vraiment beaucoup ralenti leur développement durant la période durant l'hiver. Mais la gine a quand même pondu, il n'y a aucun problème, il y a quelques larves un petit peu partout et je pense que tout va se rebooster. Par contre, mes colonies, au niveau de la cadence de nourrissage, alors je vais vous expliquer ça. Je nourris, je m'occupe, et j'ai vu que ça marchait vraiment bien quand on faisait comme ça. Je m'occupe des fourmis tous les jours sans exception. C'est-à-dire tous les jours, je leur donne un petit peu de nourriture et je leur donne de l'eau. Tous les jours, je m'en occupe, mais à toute petite quantité. Parce que dans la nature, les fourmis travaillent en permanence. Dans la nature, les fourmis sont toujours à la recherche d'améliorer leur structure, leur nid, et elles sont toujours à la recherche de nourriture. C'est un travail quotidien qu'elles font en permanence, sans exception à la règle, à part quand il fait trop froid ou des temps vraiment pourris dehors. Là, ça leur fait une pause. Et moi, j'essaie de procéder exactement de la même manière en captivité, c'est-à-dire que tous les jours je vais leur mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de nourriture, mais chaque jour, que les fourmis soient toujours en train de travailler en permanence. Et pour cas d'exception, de temps en temps, ça m'arrive de pas du tout nourrir les fourmis pendant 1 ou 2 jours, mais c'est assez rare. La plupart du temps, j'essaie vraiment de m'en occuper en permanence. Comme ça représente un petit peu comme dans la nature. Il y a toujours des périodes où elles ne peuvent pas sortir de leur nid parce qu'il y a des inondations, parce qu'il pleut en permanence, et du coup elles sont obligées de travailler sur leurs réserves. Et ensuite, par la suite, quand il fait beau dehors, elles sont tout le temps en permanence dehors en train de rechercher de la nourriture. C'est pour ça qu'en été, si vous regardez par terre, il y a toujours, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il y aura constamment des fourmis. Alors un truc qui est vraiment très passionnant et que je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé en vidéo, quand vous vous baladez dans la nature, les fourmis que vous trouvez en extérieur, dehors, ce sont les fourmis les plus vieilles du nid, de la colonie. Alors pourquoi? Parce que les fourmis fonctionnent de manière très différente de nous. Nous, on travaille donc à l'école, on travaille jeune, parce que dès 3 ans,
on peut être scolarisé, donc on va à l'école. Quand on a fini l'école vers 18 ans, eh ben on commence à travailler dans la vie active, chercher du boulot, tout ça. Enfin, je vous dis plus ou moins comment ça fonctionne en France, mais voilà, c'est pas tout le monde qui fonctionne de cette façon-là, mais je vous dis plus ou moins le système français. Et donc arrivé à un certain âge, on finit par arrêter de travailler quand on vieillit trop et on arrive du coup à la retraite, là où on va toucher de l'argent et se reposer. Alors logiquement, c'est plus ou moins comme ça que ça se passe dans les pays occidentaux. Au niveau des fourmis, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire que les fourmis, dès qu'elles sortent du cocon, qu'elles commencent, que toutes les étapes sont réalisées, que la fourmi elle est née, entre guillemets, elle va se mettre à travailler. Donc elle va se mettre à nourrir le reste du couvain, s'occuper du couvain, nettoyer tout ça, nettoyer le nid, agrandir le nid, aller dehors récolter, etc. Mais les fourmis qui vont aller dehors récolter, ce sont les fourmis qui sont en fin de vie. Alors pourquoi ? Tout simplement, c'est logique, c'est qu'une fourmi qui va en extérieur de sa colonie, de son nid, est énormément exposée au danger. Il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer une fourmi en extérieur. Genre quelqu'un qui marche, une voiture qui passe, un vélo, un prédateur. Il y a énormément d'insectes qui peuvent s'attaquer à des fourmis. Il y a des arachnides qui peuvent s'attaquer à des fourmis. Il y a les petits pièges de la nature de tous les jours. Il suffit qu'il y ait, voilà, comme je vous dis, quelqu'un qui passe par là, une inondation, n'importe quoi. Les fourmis qui vont se retrouver à l'extérieur sont vraiment sujets à mourir très rapidement, on va dire. Ce sont des fourmis qui sont exposées à un réel danger en permanence. Du coup, le fait de mettre des fourmis qui sont en fin de vie, pour la colonie, il y a une perte que minime. Les fourmis qui sortent dehors sont les fourmis les plus vieilles en fin de vie. Et du coup, si elles meurent, c'est limite, entre guillemets, pas très grave. C'est un petit peu malheureux à dire, mais c'est comme ça que ça se passe dans les colonies de fourmis. Donc quand vous voyez dehors des fourmis, ce sont les plus vieilles du nid qui se trouvent à l'extérieur. Alors forcément, si vous voyez des lignées avec des milliers et des milliers de fourmis passées, imaginez dans la colonie le nombre de fourmis qu'il y a. Et dans tous les cas, les milliers de fourmis qu'il y a dehors sont censées être logiquement plus vieilles que les fourmis qui se trouvent à l'intérieur de la colonie. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Le mieux pour me soutenir, c'est de regarder tout simplement les vidéos de la chaîne. Je ne demande pas grand chose d'autre, si des petits likes, des partages et des vidéos quoi, comme tous les youtubeurs. Donc tu peux toujours cliquer sur une des deux vidéos qui se trouve juste au-dessus et me dire ce que tu en penses en commentaire. Je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.